À la fête de remise de diplôme de ma sœur, elle a reçu une nouvelle voiture et un toast sur son brillant avenir. Mes parents m'ont tendu une pelle à poussière et ont dit « Ceci est plus de ton niveau ». Ma sœur a ri si fort qu'elle a reniflé. Je suis monté à l'étage, j'ai fait mes valises et je suis sorti. 2 jours plus tard, leurs messages ont commencé « Pourquoi es-tu parti ? S'il te plaît, reviens à la maison. » Si vous m'aviez demandé il y a 6 mois comment je pensais que la fête de remise de diplôme de ma sœur se passerait, j'aurais probablement dit quelque chose de poli comme « Oh, je suis sûr que ce sera bien. » C'est juste la personne que j'étais. Toujours le poli, le facile à vivre, celui qui laissait couler les choses et essayait de ne pas prendre les choses personnellement. Mais cette nuit-là a décollé la dernière couche de moi comme du vieux papier peint. Et une fois que j'ai vu ce qui se trouvait en dessous, j'ai réalisé que j'avais tranquillement ravalé ma fierté pendant des années, la confondant avec de la maturité. Je m'appelle Caleb. J'ai 24 ans et je pense que le moment où je me tenais dans notre allée à regarder mes parents donner à ma jeune sœur les clés d'une voiture flambant neuve alors que je faisais encore des paiements mensuels sur une voiture à haillons d'occasion de 2008. C'est là que quelque chose s'est fissuré en moi. Il ne s'agit même pas de la voiture. Je jure que non. Il s'agit de tout ce qui a mené à ce moment. Les 1000 petites coupures avant la blessure finale. Mais je suppose que si je veux que cela ait un sens, je dois commencer par le début, ou au moins à partir d'un point où le schéma a commencé à devenir trop bruyant pour être ignoré. Je suis l'aîné de 2 enfants. Ma sœur Sabrina vient d'avoir 18 ans il y a quelques mois. Elle est l'enfant prodige. Vous connaissez le genre, capitaine de l'équipe de danse, au tableau d'honneur, ce rire éclatant qui illumine une pièce. Les gens gravitent autour d'elle. Les professeurs l'aimaient. Les voisins l'adoraient. Et mes parents, ils la vénéraient. J'avais l'habitude d'en plaisanter, surtout quand nous étions plus jeunes. Je disais en riant, laisse-moi deviner, Sabrina aura un poney la prochaine fois, quand elle a eu sa 3e poupée American Girl et que j'ai eu un paquet de chaussettes pour Noël. Mais à l'époque, je pensais que c'était juste la façon dont les parents se comportent avec le bébé de la famille. Cela ne me dérangeait pas d'être plus discret. Je n'étais pas un fauteur de troubles ou quoi que ce soit. Je me débrouillais bien à l'école, pas un génie, mais solide. J'ai travaillé à temps partiel pendant l'université, j'ai obtenu un diplôme en informatique et j'ai décroché un emploi décent en informatique après l'école, retournant vivre chez mes parents un moment pour économiser de l'argent. J'ai même aidé à payer quelques factures quand les temps étaient durs. Je ne me suis pas plaint, j'ai juste pensé que c'était ce que fait un fils responsable, n'est-ce pas? Mais lentement, la balance a penché. J'ai commencé à remarquer comment mes accomplissements étaient toujours accueillis par un signe de tête polie, tandis que les plus petites victoires de Sabrina recevaient des ballons et des publications sur les réseaux sociaux. Quand j'ai décroché mon premier emploi à temps plein, ma mère a dit, sans même lever les yeux de son téléphone, « C'est bien, Caleb. » Quand Sabrina a été acceptée dans une université qui n'était même pas son premier choix, ils l'ont emmenée manger un steak et ont fait une grande annonce sur Facebook avec la légende, « Tellement fière de notre fille brillante. » Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me suis dit que je n'avais pas besoin d'applaudissements. Mais, ça commence à vous user. Vous commencez à vous sentir invisible, comme si peu importe à quel point vous travaillez dur, à quel point vous essayez d'être bon, vous ne brillerez jamais tout à fait de la même manière. Les choses ont commencé à s'accélérer une fois que l'année de terminale de Sabrina est arrivée. Soudain, chaque week-end était consacré aux visites d'université, aux essayages de robes pour les bals, aux dissertations pour les bourses et aux brunch traiteurs avec ses amis. J'ai gardé la tête baissée, j'ai passé la plupart de mon temps libre à réparer ma vieille voiture, à économiser pour mon propre logement. De temps en temps, je proposais mon aide à la maison, pour nettoyer le garage, préparer le dîner quand maman travaillait tard, mais le plus souvent, mes efforts étaient accueillis par des commentaires désinvoltes. Mon père disait, « Pourquoi ne sors-tu pas plus? Tu es toujours là. » Une fois, j'ai entendu ma mère au téléphone avec tante Valérie dire, « Caleb va bien. Il flotte un peu dans la vie, tu sais, pas comme Sabrina. Elle va vraiment loin. » Celle-là m'a blessé. Flotter. Je travaillais 40 heures par semaine et en freelance à côté. Je venais d'atteindre 10 000 en économie. Je faisais le travail, mais parce que cela ne venait pas avec des séances photos ou des paillettes, ça ne comptait pas. Pourtant, je suis resté. Je suis resté parce que c'était pratique, et je pensais que ce n'était peut-être qu'une phase.
Sabrina partirait à l'université et peut-être que les choses se rééquilibreraient. Peut-être que sans elle pour absorber toute la lumière, j'aurais de l'espace pour respirer. Puis est venue la fête de remise de diplôme. Ma mère l'a planifiée depuis des mois. Ça a commencé comme une fête dans le jardin. Quelques décorations, quelques amis, rien de majeur. Mais à un moment donné, c'est devenu une production à grande échelle. Location de tentes, un groupe de musique, un buffet traiteur, même un gâteau personnalisé en forme du logo de la future université de Sabrina. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à déplacer des boîtes et à aider mon père à installer le jardin. J'ai même installé des guirlandes lumineuses la veille parce que, Caleb, tu es doué de tes mains, n'est-ce pas? Je transpirais sous la chaleur de juin pendant que Sabrina se faisait faire les ongles. Le jour de la fête, la maison bourdonnait d'activité. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années étaient là, tous à aduler Sabrina comme si elle venait de gagner un prix Nobel. Mon père portait un polo avec le logo de son université. Ma mère rayonnait comme si c'était elle qui obtenait son diplôme. Je me suis occupé en gérant le grill et en m'assurant que les boissons étaient approvisionnées. Personne ne me l'a demandé. J'ai juste pensé que quelqu'un devait le faire. Vers le coucher du soleil, après la nourriture et les photos, mon père a fait teinter un verre et a attiré l'attention de tout le monde pour un toast. Je me suis éloigné du grill, en m'essuyant les mains sur une serviette. J'ai pensé que ce serait le discours standard de parents fiers. Quelque chose sur la vitesse à laquelle le temps passe, à quel point ils étaient fiers, et c'était le cas au début. Il a commencé par « Nous avons vu Sabrina devenir une jeune femme si brillante, talentueuse et déterminée. » Et tout le monde a souri et hoché la tête. Il a continué sur sa moyenne générale, ses compétitions de danse, ses compétences en leadership. J'attendais le moment où il glisserait peut-être un mot pour moi, juste un truc du genre nos 2 enfants, mais ce moment n'est jamais venu. Au lieu de cela, il a terminé par « Nous sommes impatients de voir ce qu'elle fera ensuite. Nous savons que son avenir ne sera rien de moins qu'extraordinaire. » Ma mère a levé son verre et a ajouté « À notre étoile brillante. » Ils ont tous acclamé. Sabrina rayonnait. Puis est venue la surprise. Mon père s'est écarté et a fait un geste vers l'allée et pour t'envoyer avec style. La porte du garage s'est ouverte. Garée dans l'allée se trouvait une Honda Civic argentée, neuve, avec un nœud rouge sur le capot. La foule a eu le souffle coupé, a applaudi. Sabrina a couvert sa bouche et a crié. Pas possible. Elle a couru et les a serrés tous les deux dans ses bras. Ma mère a eu les larmes aux yeux. Mon père lui a tendu les clés. Et puis, au milieu de toutes les acclamations, ma mère s'est tournée vers moi, m'a tendu une pelle à poussière en plastique, et a dit assez fort pour que la moitié du jardin l'entende. Tu penses que tu peux balayer avant que les gens ne commencent à salir l'intérieur? C'est plus de ton niveau. Je me suis figé, la pelle à poussière à la main. Tout le monde continuait d'applaudir. Ma sœur a ri si fort qu'elle a reniflé. C'était ça. C'était le moment. Pas la voiture, pas le discours, l'appel à poussière, le renvoi, le rappel public qu'à leurs yeux, je ne valais pas la peine d'être célébré. J'étais juste laide. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste entré dans la maison, monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Personne n'a même remarqué que j'étais parti jusqu'au lendemain matin. 2 jours plus tard, les messages ont commencé à affluer. Où es-tu allé? Est-ce que ça va? Nous ne le pensions pas comme ça. Reviens à la maison. Mais à ce moment-là, j'étais parti depuis longtemps. Et j'avais un plan qui se formait, un plan silencieux, du genre qui commence petit mais qui se dote dedans. Parce que je ne partais pas seulement, j'en avais fini d'être invisible. Et peut-être, juste peut-être, qu'il était temps qu'ils me voient enfin. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Ni à la première vague, ni à la seconde, ni même quand ils ont commencé à m'appeler par mon nom. Je les ai lus. Bien sûr, j'ai lu chacun d'entre eux. J'ai regardé le ton passer de la confusion à la culpabilité puis à l'irritation. Et puis finalement, le silence. Ce silence, il était plus fort que n'importe lequel de leurs mots. J'avais fait 2 sacs de sport et chargé ma vieille Civic la nuit de la fête. Je ne savais même pas où j'allais au début. J'ai juste conduit hors de la ville, passé les lumières, passé les stations-service et les restaurants endormis qui avaient autrefois constitué les limites de mon monde.
J'ai fini par dormir sur le canapé de mon ami Jonah pendant un certain temps. Il n'a pas posé de questions, m'a juste tendu une couverture et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin, mec ». C'est drôle comme les gens qui ne sont pas de votre sang peuvent sembler plus une famille dans les moments qui comptent. J'ai passé les jours suivants à naviguer entre l'appartement de Jonah, le café du coin et le parking derrière l'ancien centre de loisirs qui avait encore un Wi-Fi décent. J'ai continué mes contrats de freelance, et mon travail régulier permettait le télétravail, donc je n'étais pas totalement hors réseau. Mais émotionnellement, j'étais parti, déconnecté, encore sous le choc. Ce n'était pas seulement l'appel à poussière. Ce n'était pas seulement la fête. C'était chaque fois où l'on m'avait fait sentir comme un fardeau dans ma propre maison. La fois où ils ont oublié mon anniversaire parce que Sabrina avait un récital de danse. La fois où j'ai fait les courses pour toute la maison et où ma mère m'a dit de ne pas frimer. La fois où j'ai eu une promotion et où mon père a dit « c'est bien », avant de me demander si je pouvais aider à nettoyer les gouttières. Sabrina, pendant ce temps, flottait dans la vie sur un nuage de louanges et de récompenses. Et elle ne semblait même pas le remarquer. Ou peut-être que si. Peut-être qu'elle aimait ça comme ça. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de distance et pendant quelques semaines, je l'ai eu. Mais ensuite, juillet est arrivé. Le 4 juillet avait toujours été un grand événement dans notre quartier. Fête de quartier, feux d'artifice, hamburgers sur le grill, l'un des rares moments où tout le cul-de-sac s'animait. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ça. Mais cette année, j'ai pensé que je laisserais passer. Jonah partait en week-end avec sa petite amie, et je n'avais pas de vrai projet. Cela m'allait. Le calme me semblait préférable aux sourires forcés et aux conversations forcées. Puis, le matin du 3, j'ai reçu un texto de ma mère. Nous faisons un petit truc en famille pour le 4. Juste nous. Pas de pression, mais nous aimerions beaucoup que tu passes. Sabrina a demandé si tu serais là. Cette dernière phrase m'a paru étrange. Sabrina a demandé, vraiment? Contre toute attente, j'ai pensé, peut-être que les choses se sont calmées. Peut-être qu'il voulait vraiment parler. Peut-être que c'était une offre de paix. Je suis arrivé vers 18h, un pack de 6 root beer à la main. Ma mère a ouvert la porte et a cligné des yeux comme si elle ne m'attendait pas. « Oh, tu es venu ?»« Oui, tu m'as invité, et je dis. » Elle s'est écartée. « Bien sûr, bien sûr. » La maison avait la même apparence. Ça sentait le charbon de bois et la salade de choux. Mon père était dehors près du grill à retourner des hamburgers. Sabrina était assise à la table du patio, portant des lunettes de soleil et faisant défiler son téléphone. Personne n'avait l'air particulièrement ravi de me voir. « Salut », et je dis en sortant. Mon père m'a fait un bref signe de tête. Regardez qui a décidé de se montrer. Sabrina a à peine levé les yeux. Waouh, un miracle. J'ai ignoré le ton. Je me suis dit que je n'étais pas là pour me disputer. J'étais là pour parler. Nous avons mangé. La conversation était superficielle, le temps, le prix de l'essence, l'attribution du dortoir de Sabrina. Personne ne m'a demandé comment j'allais ou où je logeais. Personne n'a même mentionné la fête de remise de diplôme. Finalement, j'ai rompu le silence. Écoutez, je veux juste dire quelque chose. Je ne suis pas ici pour me battre, mais cette nuit-là, ce qui s'est passé à la fête, ça m'a vraiment perturbé. Ma mère a posé sa fourchette. Caleb, c'était une blague. Une blague? Et je répétais. Vous m'avez tendu une pelle à poussière devant 30 personnes et dit que c'était plus de mon niveau. Mon père a ricané. Tu es susceptible. Non, et je dis, je suis honnête. Et ce n'est pas seulement ça. C'est comme ça depuis des années. Sabrina est célébrée pour respirer, et je suis traité comme une seconde pensée. Sabrina a ri. Oh, allez. Ne sois pas dramatique. Tu es juste en colère parce que tu n'as pas eu de voiture. Je me suis tourné vers elle. Ce n'est pas à propos de la voiture. Alors de quoi s'agit-il? A-t-elle dit en croisant les bras. Tu veux une médaille pour être médiocre? Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je l'ai regardé, stupéfait. Tu penses que je suis médiocre? Je pense que tu es jaloux, a-t-elle dit. Tu as toujours été amer.
Tu le caches sous cet air tranquille, mais tout le monde le voit. J'ai regardé mes parents. Aucun d'eux n'a dit un mot. Mon père mâchait. Ma mère a simplement détourné le regard. C'était la deuxième fissure. Je me suis levé. Vous savez quoi? Merci pour le repas. Ma mère a appelé après moi, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai marché directement vers ma voiture, j'ai claqué la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Une semaine s'est écoulée. Puis 2, personne n'a pris contact. J'ai pensé que c'était la fin, et peut-être que ça aurait été bien. J'aurais pu rester parti. Mais ensuite est venue la trahison qui a tout changé. Ça a commencé par un appel de ma banque. Bonjour, monsieur Taylor, a dit la représentante. Nous appelons juste pour confirmer quelques frais récents sur votre compte. J'ai froncé les sourcils. D'accord. Elle a énuméré quelques endroits que je ne reconnaissais pas. Une boutique de vêtements, un spa New Age, un restaurant de sushi haut de gamme en centre-ville, pour un total de plus de $1100. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas autorisé ça. Nous pensions que c'était peut-être le cas, a-t-elle dit. Ils ont été débités en utilisant votre ancien compte joint. Mon cœur a raté un battement. Ancien compte joint. Puis je me suis souvenu qu'à l'université, j'avais ouvert un compte joint avec ma mère pour qu'elle puisse déposer de l'argent pendant mon absence. Frais de scolarité, courses, trucs d'urgence. Nous ne l'avons jamais officiellement fermé. Je n'y avais pas touché depuis plus de 2 ans. J'avais complètement oublié son existence. Apparemment, elle non. Je vais devoir déposer une plainte pour fraude, et je dis à la représentante. Pas de problème. Nous allons bloquer le compte pour l'instant et vous envoyer les formulaires. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, juste à respirer. Je voulais croire que c'était une erreur. Peut-être qu'elle pensait que c'était encore le sien. Peut-être que c'était une seule fois. Mais le lendemain, j'ai vérifié l'activité. Il y avait des semaines de dépenses, des dîners, des vêtements, des boutiques de cadeaux, même une réservation pour un chalet de week-end. Ce n'était pas seulement le nom de ma mère qui était associé. L'un des achats incluait un reçu cadeau avec une note. Félicitations pour ta bourse, Sab. Je t'aime, Sab. Sabrina, elles utilisaient mon argent sans me le demander, sans me le dire, comme si c'était dû. C'était la 3e fissure. C'est à ce moment-là que le dernier doute que j'avais s'est évaporé. Je ne les ai pas confrontés tout de suite. Je n'ai pas envoyé de texto, je n'ai pas appelé. J'ai juste tout imprimé. Chaque reçu, chaque transaction, chaque note avec son nom dessus, et j'ai tout mis dans un dossier. Et puis, par pur dépit, j'ai commencé à fouiller dans tout. J'ai retrouvé de vieux emails, j'ai croisé des noms, j'ai fait des recherches dans les registres publics. Ce que j'ai trouvé m'a tordu l'estomac. Vous vous souvenez quand ils ont dit qu'ils étaient à court d'argent et m'ont demandé de participer aux charges? Ce même mois, ils ont réservé une escapade dans un complexe hôtelier à Cancun. Vous vous souvenez quand j'ai proposé d'aider à réparer l'évier qui fuyait et qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre la pièce? Il s'avère qu'ils ont dépensé près de $400 pour un coach de danse privé pour Sabrina. Vous vous souvenez quand je leur ai prêté $800 pour couvrir les frais de scolarité urgents de Sabrina? Cet argent a servi à son voyage de vacances de printemps. Il y avait des photos, en bikini, des verres à la main, des sourires ensoleillés, tout ça pendant que je mangeais des nouilles ramen à $1 et que je travaillais le week-end. Je pensais que j'aidais ma famille. Il s'avère que j'étais juste leur filet de sécurité. Non, leur portefeuille de secours. C'était le point de rupture. La partie silencieuse de moi, celle qui trouvait des excuses, qui ravalait la douleur, qui espérait que les choses s'amélioreraient, est finalement morte. Ils ne m'ont pas seulement oublié, ils m'ont utilisé. Et soudain, je ne voulais plus seulement de la distance. Je voulais la justice, mais la meilleure vengeance, elle n'est pas bruyante, elle est silencieuse, elle est prudente, et elle arrive. Le fond du gouffre n'est pas arrivé d'un coup. Ce n'était pas une scène de film dramatique où je me suis effondré sur le sol, pleurant sous la pluie, ou où j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce dans un moment de rage. Non, il s'est insinué comme une fuite lente sous un plancher, silencieuse, inaperçue, jusqu'au jour où vous marchez dessus et sentez la pourriture sous vos pieds.
Après avoir découvert que ma mère et Sabrina avaient vidé cet ancien compte joint, je me suis figé. Pas littéralement, mais émotionnellement. J'avais toujours été du genre à tout intérioriser. Penser d'abord, réagir plus tard. Mais même avec tous les reçus, toutes les preuves, je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas exploser et leur donner la satisfaction de me traiter à nouveau de trop émotif. Je ne voulais pas montrer mon jeu avant d'avoir toutes les cartes en main. Alors, je n'ai rien fait pendant un certain temps au moins. Et ne rien faire, ça me rongeait. J'ai arrêté de dormir. Ou plutôt, je dormais par courtes périodes fracturées, jamais plus de 3 ou 4 heures par nuit. Mes pensées tournaient en rond, repassant en boucle chaque affront passé que je m'étais convaincu de ne pas être grave. L'anniversaire qu'ils ont sauté. La fois où ils ont utilisé ma voiture sans demander et l'ont rendue avec le réservoir vide. Le Noël où Sabrina a eu des billets de concert et un MacBook et où j'ai eu une chemise en flanelle de 2 tailles trop petites. Chaque souvenir frappait différemment maintenant. Plus fort, comme réaliser qu'un bleu que vous pensiez guéri était encore sensible à la pression. Jonah l'a remarqué, bien sûr. Il a commencé à faire de petits commentaires. Ça va, mec, ou tu as à peine touché à ta nourriture. Je continuais à l'écarter, lui disant que j'étais juste fatigué, le stress du travail, la chaleur. Il n'a pas insisté, mais je savais qu'il savait. Une nuit, après une autre tentative de sommeil infructueuse, je me suis assis dehors sur le balcon de l'appartement, fixant la rue vide en dessous. C'est là que je me le suis avoué. Je n'étais pas seulement en colère. J'avais honte. Honte de les avoir laissés m'utiliser. D'avoir continué à espérer qu'ils changeraient. Que même maintenant, une petite partie de moi voulait encore leur approbation. Ça m'a brisé. Silencieusement, lentement, j'ai commencé à refuser des contrats de freelance. J'ai laissé les emails s'accumuler. J'ai dit à mon manager que j'avais besoin de quelques jours de congé pour ma santé mentale. Mais même quand j'avais du temps libre, je ne savais pas quoi en faire. J'ouvrais mon ordinateur portable pour travailler sur mon CV ou commencer à chercher un appartement et je restais juste là à fixer l'écran. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais sans direction, à la dérive. Puis un après-midi, Jonah a frappé à ma porte avec 2 cafés et a dit « On va faire une promenade ». J'ai du travail, et je mentis. Non, tu n'en as pas, a-t-il dit. Mais des chaussures. Je l'ai suivi jusqu'au parc du quartier. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, nous avons juste marché en silence, laissant les arbres et l'air d'été faire le gros du travail. Puis il s'est assis sur un banc et m'a tendu un des cafés. « Tu ne vas pas bien ?» a-t-il dit simplement. « J'irai bien », et je dis. Comme je ne répondais pas, il s'est penché en arrière et a regardé le ciel. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu as passé tellement de temps à essayer de gagner l'amour de ta famille que tu as oublié comment te le donner à toi-même. » Celle-là m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. J'ai soupiré. Je pensais qu'être le bon fils compterait pour quelque chose. Jonah a haussé les épaules. Être bon ne signifie pas toujours être vu. Parfois, cela signifie simplement être utilisé. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire une liste. Pas une liste de vengeance. Pas encore. Juste un simple document Google intitulé « Choses que je veux ». C'était embarrassant de voir à quel point elle était courte au début. Mon propre appartement, une meilleure voiture, un sommeil qui ne ressemble pas à une noyade, des amis qui connaissent toute l'histoire. Mais plus j'ajoutais de choses, plus quelque chose changeait en moi. Une lueur d'élan, de but. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire des changements, des petits. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, solo, sécurisé, sans accès joint. J'ai gelé l'ancien et déposé les plaintes pour fraude. La banque m'a donné raison, au fait, remboursement complet. J'ai nettoyé mon portfolio et rafraîchi mon CV, envoyé quelques candidatures, non pas parce que je détestais mon travail, mais parce que je voulais des options. Je faisais de longues promenades le soir. J'ai recommencé à lire des livres de non-fiction sur les limites, le respect de soi, les familles toxiques. L'un d'eux disait quelque chose qui m'a marqué. Si quelqu'un n'aime que la version de vous qu'il peut contrôler, ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. J'ai lu cette phrase 3 fois. Puis je l'ai surlignée, imprimée et collée au-dessus de l'écran de mon ordinateur portable.
Environ 2 semaines après le début de cette reconstruction silencieuse, j'ai reçu un texto de Sabrina. Salut, j'ai entendu dire que tu as gelé le compte. Maman panique. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de l'irritation. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. Il n'était pas à vous d'utiliser. Elle a répondu instantanément. C'était l'idée de maman. Je ne savais même pas que c'était ton argent. Détends-toi. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, un autre message. Tu en fais vraiment tout un plat pour rien. Je pensais juste que nous étions une famille. Ce mot famille m'a fait rire aux éclats. Je n'ai pas supprimé les messages. Je les ai sauvegardés. Chacun d'entre eux. J'avais maintenant un dossier sur mon bureau intitulé reçu. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne faisais pas que reconstruire. Je me préparais. Un mois s'est écoulé. J'ai trouvé un appartement d'une chambre en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais propre, calme et entièrement à moi. J'ai signé le bail et j'ai emménagé la même semaine. Jonah m'a aidé à monter les cartons sur 3 étages. Il m'a même apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, un paillasson bon marché qui disait « pas le bienvenu ». J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des semaines. J'ai acheté un vrai lit, un vrai bureau, j'ai utilisé une partie de l'argent remboursé pour remplacer mon ordinateur portable et investir dans un meilleur équipement pour mon travail de freelance. Les clients l'ont remarqué, le travail a repris, j'ai augmenté mes tarifs. Chaque jour, je me réveillais un peu plus tôt, je mangeais un peu mieux, je m'étirais, je faisais mon lit. J'ai gardé le dossier des reçus sur mon bureau, non pas par amertume, mais comme un rappel. Je ne suis pas fou. C'est arrivé, et j'ai survécu. Je n'ai pas bloqué ma famille. Je voulais qu'ils me voient me reconstruire. Je voulais qu'ils sachent que j'allais mieux sans eux. Finalement, les messages ont repris. J'ai vu ton nouvel appartement. Il a l'air sympa. Tu ne nous as pas invités à ta pendaison de crémaillère. Nous sommes toujours ta famille, Caleb. Sabrina part bientôt à l'université. Ce serait bien si tu passais avant qu'elle parte. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Sa voix était sèche. Je veux juste comprendre pourquoi tu es si froid. J'ai cligné des yeux. Vous avez utilisé mon argent sans me le demander. Ce compte était joint, Caleb, ce que tu savais. J'avais oublié. Vous avez utilisé ça à votre avantage. Une pause. Puis, tu déformes les choses. J'ai les reçus. Tu es mesquin. Non, et je dis, calme et clair. J'en ai fini. Silence. Puis d'une voix plus basse, ta sœur part bientôt. Tu veux vraiment tout gâcher pour quelques centaines? C'est là que j'ai ri. Un rire amer et fatigué. Ce n'était pas seulement l'argent. Ça n'a jamais été seulement l'argent. Alors quoi? A-t-elle lâché? Tu veux qu'on rentre? C'est ça? Je veux que vous compreniez, et je dis. Mais je sais que vous ne le ferez jamais. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau document. Celui-ci n'était pas une liste. C'était un plan parce que reconstruire ne suffisait plus. Je voulais révéler, pas crier, pas confronter, mais montrer. Je voulais qu'ils ressentent ce que c'était d'être ignoré, d'être laissé de côté, de réaliser trop tard que je n'étais plus à eux pour être maltraité, que je ne reviendrais jamais. Et quand l'occasion se présenterait, je la saisirais, silencieusement, parfaitement. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais honnêtement, la vengeance ne m'intéressait pas. Pas dans le sens traditionnel. Je ne cherchais pas à crier, à jeter des meubles, à coincer ma mère ou à hurler sur Sabrina jusqu'à ce qu'elle pleure. Non, je ne voulais pas le chaos. Je voulais la clarté, l'exposition, une frappe chirurgicale propre qui les ferait s'asseoir dans le désordre qu'elles avaient créé et réaliser enfin que j'avais entièrement quitté leur orbite. La vérité est que, lorsque j'ai commencé à planifier, cela ne ressemblait pas à de la vengeance. Cela ressemblait à une conclusion, une chance d'écrire la fin qu'ils ne m'ont jamais donnée. Cela a commencé avec le départ de Sabrina pour l'université. Le mois d'août est arrivé, chargé d'humidité,
et les réseaux sociaux bourdonnaient de photos de la rentrée. Sabrina, bien sûr, était au premier plan. Ma mère mettait à jour son Facebook comme si elle gérait une page de fans. Je n'arrive pas à croire que notre petite fille va à l'université. Tellement fière. Avec une centaine d'émojis et un collage de photos. Sabrina dans son nouveau sweat à capuche du dortoir. Sabrina à côté de sa voiture. Sabrina tenant sa liste de contrôle pour le dortoir comme si c'était un Grammy. Je n'ai rien dit, mais j'ai observé. Elle allait dans une université privée à seulement 2 heures de route. Pas bon marché. Le genre d'endroit où les chambres de dortoir ressemblent à des suites d'hôtels. Et les plans de repas incluent des sushis végétaliens. J'ai fait quelques recherches. Frais de scolarité, chambre, pension, tout s'additionnait rapidement. C'est là que la graine s'est plantée parce que je me suis soudain souvenu de quelque chose d'il y a 1 an. Une conversation à dîner quand je vivais encore à la maison. Mon père avait dit, nous ne serons jamais éligibles à une aide financière suffisante pour Sabrina à moins de déclarer un revenu inférieur. Il faut être malin sur ce que nous déclarons. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé. Juste une autre manifestation de l'attitude désinvolte de mon père envers les règles. Mais maintenant cela me rendait curieux. Je me suis connecté à mon propre profil FAFSA juste pour voir. Quand j'avais demandé une aide pendant mes études, mes parents avaient insisté pour s'en occuper. J'avais été trop naïf pour remettre quoi que ce soit en question. Maintenant que je savais comment ça fonctionnait, je me demandais, qu'avait-il déclaré? Que avait-il caché? Par curiosité, j'ai déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information pour obtenir une copie de mon résumé d'aide de ma dernière année d'université. Une semaine plus tard, je l'avais. Et c'était là. Mon FAFSA indiquait le revenu de mes parents comme étant significativement inférieur à ce que je savais qu'ils gagnaient à l'époque. Je m'en souvenais parce que cette même année, ils avaient acheté un nouvel ensemble de salons et emmené Sabrina à New York pour un stage de danse d'1 semaine. J'ai comparé les déclarations de revenus qu'ils m'avaient données avec ce que j'ai trouvé en ligne dans les registres de propriété, les moyennes salariales des employeurs et quelques autres miettes de pain. Les chiffres ne mentaient pas, et s'ils l'avaient fait pour moi, ils l'avaient probablement fait pour Sabrina aussi. Alors, j'ai continué à creuser. Le site web de son université listait un certain nombre de bourses et d'aides disponibles, mais toutes nécessitaient une vérification des revenus. Plus je faisais de recherches, plus cela devenait clair. Si mes parents avaient sous-déclaré leurs revenus sur ces formulaires comme ils l'avaient fait sur les miens, et si l'école en avait vent, cela pourrait déclencher un audit complet. Sans parler de la disqualification potentielle de l'aide rétroactivement. Encore une fois, je ne cherchais pas à ruiner sa vie, mais j'en avais assez de porter le poids d'une famille qui agissait comme si ses mensonges étaient justifiés parce qu'il portait de beaux vêtements et souriait pour les photos. J'avais besoin de parler à quelqu'un, alors j'ai appelé Zoé. Zoé était une amie de l'université, vive, franche, et en train de terminer son diplôme de droit avec une spécialisation en éducation et en finance. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais quand je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, sa réponse a été immédiate. Ils ont fraudé le système, Caleb. Si cette école lance un audit de l'aide financière et trouve des divergences, c'est une grosse affaire. Cela pourrait affecter son financement actuel et déclencher le remboursement de l'aide déjà utilisée. J'ai expiré. Je n'essaie pas de la détruire. Je sais, a-t-elle dit. Mais si tu penses utiliser ça, tu n'as rien à faire d'illégal. Tu as juste besoin d'être malin. Laisse la vérité faire le gros du travail. Elle a proposé de m'aider à rédiger un signalement anonyme, un qui ne mentionnerait pas mon nom, mais qui inclurait suffisamment de faits vérifiables pour que le bureau de l'aide financière de l'école n'ait d'autre choix que de se pencher sur la question. C'était le premier domino, mais je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Parce que même si c'était une conséquence à long terme, je voulais quelque chose de plus tôt, de plus petit, de symbolique, quelque chose qui leur rappellerait que je n'étais plus le gamin qui tenait la pelle à poussière. C'est alors que le destin m'a fait un cadeau, un mariage. Ma cousine Danielle se mariait fin septembre. Grand événement, lieu dans un jardin, bar ouvert. Toute la famille était invitée. Et malgré tout, j'ai quand même reçu une invitation. Une partie de moi était choquée. L'autre partie soupçonnait ma mère d'avoir insisté pour qu'il m'inclue afin de ne pas avoir à expliquer mon absence à la famille. Elle détestait la façon dont le silence se reflétait sur elle. L'invitation ne mentionnait pas d'accompagnant,
mais j'ai répondu oui de toute façon, non par dépit, mais par esprit pratique. Et il se trouve que j'avais quelqu'un en tête. Elle s'appelait Camille. Nous nous étions rencontrés sur une application de rencontre en juillet, nous étions sortis quelquefois de manière décontractée et avions découvert que nous aimions tous les deux les jeux de société, l'humour pince sans rire et les vieux films d'horreur. Mais au-delà de tout ça, Camille était un caméléon social, intelligente, observatrice, le genre de femme qui pouvait lire une pièce en 2 secondes et retourner n'importe quelle conversation avec un sourire poli et tranchant. Quand je lui ai parlé de ma famille et du mariage, elle a haussé un sourcil. « Tu veux que je sois ton leurre ? Je veux que tu sois le calme avant la tempête, et je dis. Je veux qu'ils réalisent qu'ils ne savent plus qui je suis. » Elle a souri en coin. Je peux faire ça. Nous avons tout planifié. Je lui ai raconté l'histoire, filtrée mais honnête. Elle a compris. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a juste hoché la tête et dit, « D'accord, faisons en sorte que tu aies l'air intouchable. » J'ai acheté un costume sur mesure pour le mariage. Je me suis fait couper les cheveux, j'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent. Pas pour eux, pour moi. Pour la première fois depuis des années, je voulais avoir l'impression d'entrer selon mes propres termes. Le jour du mariage, je suis arrivé dans une voiture de location, élégante, noire et complètement à l'opposé de la voiture dont il se souvenait. Je suis sorti avec Camille à mon bras, tous deux habillés comme si nous sortions d'une publicité pour un jeune couple de pouvoir en pleine ascension. J'ai vu la mâchoire de ma mère se crisper à notre approche. « Caleb » a-t-elle dit, clairement surprise. « Tu es venu. » J'ai dit que je viendrais, et je répondu froidement. « Voici Camille. » Camille a souri. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Caleb m'a tant parlé de son passé. La pause était intentionnelle. Sabrina se tenait à quelques mètres, entourée de son habituel entourage d'admirateurs. Ses yeux se sont posés sur Camille, puis sont revenus vers moi. Elle n'a pas souri. Je n'ai pas souri non plus. Nous ne nous sommes pas assis à la table familiale. J'avais demandé à être assis avec mon cousin Marcus et sa fiancée, les 2 seuls parents que j'aimais encore. Nous avons passé la réception à rire, à échanger des histoires et à siroter du vin pendant que le reste de la famille nous regardait comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils voyaient. Plus tard, alors que nous étions près du bar, Camille s'est penchée et a chuchoté. On dirait qu'ils essaient de résoudre un puzzle avec la moitié des pièces manquantes. J'ai gloussé. Bien. Au moment du lancer du bouquet et où les lumières se sont tamisées pour la danse, j'avais fait ce pourquoi j'étais venu. Les laisser me voir, non pas comme le Caleb qu'il commandait, mais comme quelqu'un qui s'était forgé sa propre vie et n'avait pas besoin d'eux. Le lendemain matin, j'ai finalisé l'email anonyme au bureau de l'aide financière de Sabrina. Zoé m'a aidé à m'assurer qu'il n'était pas malveillant, juste factuel. Une note polie exprimant une inquiétude concernant des divergences entre le revenu déclaré de la famille et leurs actifs connus, avec des liens vers des registres publics et une chronologie qui montrait clairement que quelque chose ne collait pas. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. Des jours ont passé, puis une semaine, puis 2, puis un jeudi soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand je l'ai écouté plus tard, j'ai reconnu la voix immédiatement. Sabrina, elle semblait paniquée. Pas en colère, pas faussement joyeuse, paniquée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-elle dit, essoufflée. Mais l'aide financière a signalé quelque chose et ils disent qu'ils font un examen de conformité ou une connerie du genre. Maman panique. Papa me blâme. Il pense que quelqu'un nous a dénoncés. Est-ce que c'est toi? Elle s'est interrompue. Puis plus doucement. Si tu sais quelque chose, peux-tu m'appeler? J'ai sauvegardé le message vocal. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas encore fini. Parce que quelque chose d'autre m'était tombé dessus. Quelque chose d'encore mieux, mais j'y viendrai bientôt. Disons simplement que l'appel à poussière. Ce n'était que le début. Les retombées ont commencé discrètement. C'est toujours comme ça. Pas de cris, pas de menaces, juste quelques ondulations qui se sont transformées en vagues. Et quand les vagues ont atteint le rivage, elles ont tout emporté avec elles. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Le lendemain de l'envoi de cet email anonyme, je suis passé à autre chose. Je n'ai pas scruté ma boîte de réception.
Je n'ai pas vérifié obsessionnellement le site web de l'université de Sabrina. Je n'attendais pas que le couperet tombe parce qu'il ne s'agissait plus du couperet. Il s'agissait du silence après l'impact. Et ce silence est venu quelques semaines plus tard sous la forme d'un message vocal que j'ai réécouté 6 fois. Caleb, c'est maman. Appelle-moi, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas. Il y a un problème avec l'aide financière de Sabrina. Ils disent que nous. Appelle-moi. Nous devons parler. Je ne l'ai pas appelé. Cette même semaine, un cousin éloigné m'a envoyé un message sur Instagram. Et, tu vas bien? Ta mère raconte aux gens que tu as déraillé. Genre, elle dit que tu es instable ou quelque chose comme ça. Ça m'a fait rire. Il paniquait. C'était tout ce que c'était. Ils se débattaient dans l'eau, espérant que quelqu'un croirait qu'ils ne se noyaient pas eux-mêmes. J'ai attendu quelques jours de plus avant d'appeler Zoé. Regarde ça, et je dis, en lui transférant le message vocal. Après l'avoir écouté, elle a sifflé. On dirait qu'ils sentent la pression monter. Oui. Et ce n'est pas seulement l'aide. J'ai fait des recherches. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, j'ai continué à découvrir d'autres déductions douteuses sur leurs impôts, une activité secondaire que mon père n'avait jamais déclarée correctement, même une seconde propriété sous un nom d'emprunt utilisé pour garder des actifs hors des livres. L'aide de Sabrina n'était pas la seule chose construite sur du sable. Toute leur vie financière était un château de cartes. Je ne suis pas sûr jusqu'où je devrais aller avec ça, et je admis. Tu n'as rien d'autre à faire, a dit Zoé. Laisse la gravité faire son travail. Et elle avait raison. Parce que cette semaine-là, l'université de Sabrina l'a retirée de la liste des dortoirs. Un post Reddit anonyme d'un étudiant de son école est devenu semi-viral sur le fil de l'université. Il décrivait une fille riche qui avait perdu son aide financière parce que ses parents avaient menti sur les formulaires. Les commentaires étaient brutaux. Spéculatifs, mais brutaux. Le nom de Sabrina n'y figurait pas, mais les étudiants parlent. Les chuchotements se propagent plus vite que les faits. Je ne l'ai pas posté. Je n'en avais pas besoin. Quelqu'un d'autre a rempli les blancs. Puis est venu l'appel de mon père. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'étais curieux. Caleb, a-t-il dit, la voix raide. Nous devons parler. Je m'en doute. Je veux savoir ce que tu fais. Clarifie. Tu as fouiné. Les je fais? Tu te crois malin, mais tu joues avec des choses que tu ne comprends pas. J'ai souri pour moi-même. C'était ça. La première fissure dans sa voix. Pas de contrôle, pas de calme, la peur. Vous m'avez volé, et je dis, et vous avez menti pour offrir à ma sœur une éducation que vous ne pouviez pas vous permettre sans fraude. Je comprends ça parfaitement. Il n'a pas répondu pendant un moment. Puis, tu fais partie de cette famille. On ne lave pas son linge sale en public. Je ne fais plus partie de votre famille, et je dis simplement. Tu fais du mal à ta sœur. Non, c'est vous qui avez fait ça. J'ai juste arrêté de vous couvrir. Clic. Il a raccroché. Les retombées se sont intensifiées après ça. Sabrina m'a envoyé 3 messages en une seule nuit. Tu as tout gâché. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne savais même pas pour le truc du FAFSA. C'était maman. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais enfin compris que leur chaos n'était pas à moi de le gérer. Ils avaient passé des années à construire un système où mon silence était leur filet de sécurité. Et maintenant, ce silence avait disparu. La vérité était juste bruyante. Je suis complètement passé à autre chose. Mon travail de freelance a décollé. J'ai décroché un contrat récurrent avec une agence de marketing qui payait plus que mon ancien emploi de jour. J'ai démissionné de mon poste à temps plein et je me suis mis à mon compte. Fini de pointer. Fini les réunions de suivi démoralisantes. J'ai déménagé dans un meilleur appartement. J'ai rejoint un groupe local de jeux de société, j'ai commencé à courir le week-end, et je me suis même inscrit à un cours de finances personnelles pour le plaisir. Pour la première fois, ma vie me semblait mienne. Camille et moi sommes restés en contact. Pas de manière romantique. Ça s'est estompé naturellement, mais nous nous retrouvions pour un café parfois juste pour rire du mariage et échanger des nouvelles.
Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu une famille aussi agressivement égocentrique en temps réel. Ils se prenaient pour le soleil, a-t-elle dit une fois. Et tu n'étais qu'une planète censée orbiter autour d'eux. Plus maintenant, et je dis. Le dernier message que j'ai reçu de ma mère est arrivé vers Noël. C'était une photo de l'ornement de l'arbre généalogique qu'elle avait l'habitude d'accrocher chaque année, avec des petits rennes. Mon nom sur un. Celui de Sabrina sur un autre. Les siens et ceux de papa en haut aussi. La légende disait juste, j'ai enlevé le tien cette année. Ça ne me semblait pas juste. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais blessé, mais parce que je ne ressentais rien. C'était la dernière partie de la vengeance. Pas la révocation de l'aide financière. Pas les audits, pas les rumeurs anonymes à son université ou la distanciation subtile des autres parents qui avaient entendu des bribes de l'histoire. C'était le rien, le silence complet et retentissant là où leur pouvoir avait l'habitude de résider. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix. Vous voyez, la vengeance n'est pas toujours une question de destruction. Parfois, c'est une question de soustraction, de retirer le poids qu'ils ont placé sur vos épaules. De les laisser tomber, non pas parce que vous avez poussé, mais parce que vous vous êtes écarté et avez laissé la gravité faire le reste. Et l'ironie finale, ils ne vous ont jamais retenu. J'étais juste trop près. Alors, je suis parti. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé en arrière.